Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Vendry de Guerpel. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Vendry de Guerpel, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de société. Vous copubliez cet ouvrage avec votre confrère Emmanuel Rechberg. Le vrai coup du progressisme, associations, médias, ONG, institutions, enquête sur un gouffre financier, c'est publié chez L'Artilleur, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Commençons par le début, Vendry de Guerpel. Le progressisme, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait une définition? Alors vous savez, moi je suis un jeune journaliste, j'ai 22 ans, ça fait 2 ans maintenant que je suis journaliste, et j'ai toujours été étonné, même en tant qu'observateur de la vie politique, comment est-ce que les idées progressistes sont arrivées à infuser tous les pans de la société, que ce soit dans les médias, dans la justice, dans des canaux peut-être plus institutionnels. Et on s'est dit, mais le progressisme, comment est-ce qu'il a pu s'imposer? Ça peut pas être par sa seule puissance. On s'est dit que ça devait être l'argent, parce que vous savez, l'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre. Et donc on allait regarder là-bas, là-dedans. Et en fait, c'est un travail de chirurgien qu'on a réussi à faire. On est allé enquêter en regardant des comptes d'entreprises, d'associations, de collectivités territoriales. Et on est tombé sur un gouffre financier en fait pour le contribuable. Et alors le progressisme, nous, on le définit en fait de la manière, en fait, les progressistes s'opposent à l'idée que l'homme soit soumis à une loi naturelle. En fait, les progressistes voient l'homme comme une pâte modelable à l'infini, dont il faudrait en fait enlever toute spécificité culturelle, et identitaire. Et en fait, ils pensent qu'il n'y a pas de projet transcendant pour l'homme. Ouais. Et donc en fait, aujourd'hui, concrètement, ça se traduit par le déboulonnage des statuts, l'affaissement des frontières, l'arrivée du wokisme, la volonté peut-être aussi, enfin surtout même, de donner plus de droits aux minorités LGBT. Et donc, nous, on pense que aujourd'hui, le progressisme, ce sont les écologistes, les socialistes, les radicaux de gauche, les communistes et les wokistes. Alors ce coût, justement, vous indiquez dans votre ouvrage ce chiffre pour, en tout cas, l'État français, 7,8 milliards d'euros. Ça correspond à quoi exactement? Alors 7,8 milliards d'euros, en fait, déjà, il faut partir on est parti du constat qu'il y avait 2 grands canaux de transmission de ces idées. D'abord, celui qui est plutôt associatif, c'est ce qu'on appelle les groupes de pression. Il représente 1,5 milliard d'euros par an à l'État. Et donc, en réalité, c'est toutes les subventions qu'on accorde aux associations. On est allé regarder ça dans le détail et j'invite vos auditeurs à aller regarder dans le livre. Et puis il y a le deuxième canal qui est plutôt institutionnel. En fait, c'est tous ces mastodontes de l'État qui ont dévié de leur mission principale et qui en fait déversent leur soupe progressiste. Parmi elles, on parle notamment de France Télévisions. Et donc et ce canal représente 6,3 milliards d'euros par an. Donc le total, c'est 7,8 milliards. D'accord. Et on a trouvé ça astronomique, tant la différence est par rapport à ce qu'on accorde comme financement public aux partis politiques chaque année. C'est 20 millions pour La République En Marche, 6 millions pour le PS, 5 pour le Modem, etc. Et on se rend compte qu'en fait, leurs idées progressistes, elles passent plus par les partis, mais par d'autres canaux. Ouais. Alors justement, ces canaux, c'est des organisations en France qui sont devenues les spécialistes pour récupérer des subventions publiques. Quelles sont les plus importantes dans l'étude que vous avez réalisée? Alors, moi, il y en a une qui m'a énormément marqué. C'est le fait que la mairie de Paris finance, par exemple, un immeuble entier qui est au 63 rue Beaubourg. Je vous invite à aller voir. Vous verrez, c'est un grand immeuble sur 3 niveaux, 200 mètres carrés. Et dedans, il y a des dizaines d'associations LGBT qui ont leur adresse là-bas. Et en fait, on se rend compte que ce sont des coquilles vides. Et donc, je pense que les Parisiens, à l'heure où ils sont inquiets pour les JO, où la ville est sous une gabegie totale, je suis pas sûr qu'ils soient contents de savoir que leur argent va là-dedans. Et la mairie de Paris va encore plus loin, parce qu'en 2023, elle a décidé d'ouvrir un second centre pour les migrants victimes d'homophobie et de transphobie.
D'accord, donc les LGBT, associations pro-LGBT, puis aussi les associations pro-immigration comme France Terre d'Asile. Oui, il y a France Terre d'Asile, il y a aussi énormément d'associations, notamment on parle de Oxfam et Médecins du Monde. Médecins du Monde, c'est une organisation majeure. Vous savez, elle a dépensé depuis sa création 111,2 millions d'euros et emploie 1900 salariés dans une trentaine de pays. Sans compter les bénévoles, il y en a à peu près 1300, donc c'est énorme. Et l'organisation, elle revendique seulement 48% de financement public, et les dons, c'est aussi 48%, sauf qu'en réalité, les dons sont défiscalisés à 60%. Vous savez, c'est une association, et donc c'est de l'argent de l'État. Et au total, du coup, les financements de Médecins du Monde par l'État, c'est à hauteur de 76,3%. Vous indiquez également dans votre ouvrage, Vendry de Guerpel, que cette idéologie progressiste ne peut s'épanouir que dans la social-démocratie, le socialisme ou le communisme. Alors oui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où en fait justement ces idées sont majoritaires, en tout cas dans les élites, pas pour le peuple français. Il suffit de voir les différents sondages pour les élections européennes. On est à la veille des élections européennes. Jordan Bardella caracole en tête des sondages. Il fait 2 fois plus que sa concurrente macroniste qui a Valérie Ayé. Et donc on se rend compte qu'en fait les contribuables français financent des idées qui ne sont pas les siennes. Et je vous prends un exemple assez marquant aussi, c'est France Télévisions. France Télévisions, vous savez, c'est un mastodonte d'État. Il reçoit chaque année 2,5 milliards de dotations par an pour étaler sa soupe progressiste à longueur de journée. Et à sa tête, c'est Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, en 2015, vous savez, sur Europe 1, elle disait qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision, qu'il fallait que ça change. C'est aussi elle qui est intervenue lors de parce qu'elle a voulu supprimer la diffusion d'un reportage sur France 3 sur Jeanne d'Arc, parce que Charles Dornelas, qui était journaliste à Valeurs Actuelles, y prêtait sa voix. Donc voilà, il se cache même plus au sein de l'État de servir cette soupe progressiste. Idem pour Radio France, je lisais Le Figaro il y a 2 semaines. Adèle Vendresse, la patronne de France Inter, disait elle-même, oui, France Inter se revendique être une radio progressiste et on est fiers de ça. Donc moi, je pense qu'il y avait quelque chose à montrer et on est très fiers de l'avoir fait avec ce livre. Alors, vous vous en prenez justement dans votre ouvrage à cette idéologie progressiste. Mais c'est quoi le bilan du progressisme? Pourquoi tirer dessus? Eh ben déjà parce que ce ne sont pas des idées qui sont les miennes. Ouais. Donc forcément, on s'est intéressé à comment est-ce qu'en 40 ans, ça s'est imposé par l'argent. Mais est-ce que le résultat est positif ou négatif sur la société? Qu'est-ce que cela crée en son sein? Eh ben, ça crée, je pense, notamment à travers France Télévisions et les chaînes de télévision, eh bien, je pense à un espèce d'endoctrinement en fait général du contribuable français qui paye pour ça. Et moi, je suis pas sûr que ce soit très démocratique en fait. Alors, vous dites aussi que les progressistes utilisent certaines méthodes pour écarter leurs adversaires du débat public. Ils s'y prennent comment? Bon, alors là, je pense qu'il n'y a plus besoin de le prouver. On le voit, on voit tous les jours le nombre de. En fait, les progressistes veulent, lorsqu'on défend des idées qui ne sont pas les leurs, eh ben, nous écarter du débat public. Alors, elle le fait. On donne l'exemple dans le livre de, par exemple, Éric Zemmour qui, avant de se lancer à la présidentielle, vous savez, il y a eu avait levé des fonds, etc. En vue de la présidentielle, et Charles Gave avait donné 7500 € du coup, comme c'est un parti politique, et avait vu son compte bancaire fermé pour ce don politique. Je vous donne un autre exemple aussi. Éric Zemmour, il a été sanctionné sur CNews, alors quand même par l'Arcom, alors qu'en même temps, les catholiques se faisaient insulter sur France Inter par un humoriste. Alors j'ai plus son nom en tête, mais qui chantait Jésus est PD. Ouais. Donc il y a une volonté de mettre de côté, de tuer socialement, professionnellement et de les écarter du débat public tous ceux qui ne répondent pas à ces idées progressistes. Alors, vous l'expliquez bien, c'est tout l'État français qui participe aujourd'hui à la diffusion et à la promotion de ce progressisme.
comment les idées progressistes sont-elles devenues des normes? Comment l'idéologie a-t-elle pénétré l'État? Alors déjà, il faut savoir que ceux qui sont à la tête des grandes institutions, et en tout cas de notre État, alors que ce soit la DILCRA, le Haut Conseil à l'égalité, etc., font partie de la même élite. Ils se connaissent tous, ils se côtoient tous, ils ont tous été nommés par leurs amis, par les mêmes personnes, etc. Et donc forcément, ils vont utiliser toutes ces enveloppes et tous ces budgets pour servir leurs idées. Delphine Ernotte, on est le meilleur exemple à la tête de France Télévisions. Il y a l'Arcom aussi, je vous en parlais. Si, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est sur, on en parle dans le livre, c'est sur les milliards qu'on a donnés à la ville. Rappelez-vous, en 2005, il y avait eu toutes les émeutes qui avaient fracturé le pays. Et on s'était dit, il faut qu'on lance un grand plan pour pour aider ces banlieues qui sont des quartiers difficiles. Et donc ça s'appelle l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui avait réussi à lever des fonds. Et nous, on a trouvé ça dans un rapport qui date d'avril 2020 de la Cour des comptes, qui nous apprend que l'État a sorti de sa poche 11,4 milliards d'euros. A levé près de 34,7 milliards d'euros auprès des bailleurs sociaux. Et en fait, en 2014, l'État s'est rendu compte que ce qu'il avait fait n'avait pas, en tout cas, eu les résultats escomptés. Les résultats escomptés. Ouais. Et donc, ils ont relancé un plan pareil qui s'appelle le NPRU. Alors ça, je pense, que c'est le nouveau plan de la rénovation urbaine avec un objectif de redépenser 40 milliards. Et on se rend compte qu'entre 2004 et 2024, c'est près de 80 milliards d'euros qui ont été dépensés dans les banlieues, et ça n'a, à mon sens, pas résolu le problème. Quand on voit les chiffres de l'insécurité, je vous rappelle, il y a 120 attaques au couteau par jour dans notre pays, 44 agressions par seconde dans notre pays. Donc voilà. Alors vous avez été jusqu'à rencontrer des membres de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et vous résumez leur pensée en substance. Ces membres de la DGSE disent ceci: les États occidentaux commencent à peine à prendre la mesure du danger des ONG progressistes. Mais c'est quoi les dangers pour des États qui sont déjà ralliés au progressisme? Alors déjà, vous savez, c'est ce qu'on appelle le soft power. Les États-Unis sont adeptes de ça. Ils ont mis en place des espèces de grands campus où en fait ils vont chercher quelques élites dans les pays pour les faire venir chez eux. Ça s'appelle le Young, alors je sais plus comment ça s'appelle. Young Global Leaders. Ouais, c'est ça, c'est le Young Global Leaders. Donc ils font venir certaines élites françaises ou d'autres pays pour découvrir les États-Unis, et après pour voir, donc tout est le voyage est complètement gratuit et pris en charge par le pays, donc pour pouvoir après infuser leurs idées. On parle aussi dans le livre de Pew, qui est une ONG en fait qui sous couvert d'écologisme, arrive à s'implanter dans les différentes mers territoriales, et en fait on se rend compte que il y a des intérêts des pays qui passent par ces ONG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vendry de Guerpel, pourquoi la promotion du progressisme favorise les ultra-riches? C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. L'exemple qui nous est arrivé il y a très peu de temps, c'est sur la GPA. Vous savez, dans le livre, on dévoile qu'un des grands patrons de BFM TV avait acheté 2 enfants. C'est Marc-Olivier Fogiel qui avait acheté 2 enfants en GPA aux États-Unis. Donc déjà, c'est une pratique qui est illégale. Et il avait acheté ces 2 enfants $200 000. Ouais. Donc je suis pas sûr que la petite ménagère de 40 ans a pu se payer ça. Ouais. Donc ça favorise les ultra riches. Aussi, on est tombé moi j'étais très étonné parce que je suis tombé sur une tribune dans le JDD qui est paru le 19 juin 2021, où 10 grands chefs d'entreprise, en tout cas patrons d'entreprise, appelaient à faire bouger les lignes en matière d'immigration et appelaient à l'intégration de 50 000 personnes par an. Parmi les signataires, il y avait Sébastien Bazin, qui est le patron de Accor, Alain Dehaze, patron d'Adecco. Forcément, lui, il a besoin d'intérimaires. Monsieur Brondin, qui est le patron d'IKEA France, qui a, vous savez, c'est 36 magasins en France, 15 millions de visiteurs l'année dernière. Donc, il a forcément besoin de main-d'œuvre. Didier Truchot, c'est Ipsos. Et puis Nicolas Hieronymus, L'Oréal, pareil. Et donc, en fait, ils ont besoin d'entre guillemets de main-d'œuvre qui coûte peu cher.
Et en fait, ils se drapent dans des vertus humanistes et en même temps, ils en sont le plus dépourvus puisque c'est juste pour accroître leurs intérêts personnels. Alors cette classe des ultra riches donc finance le progressisme et en parallèle, on sait qu'on voit souvent la gauche ultra critiquer ces ultra riches. C'est complètement contradictoire. Oui, bah vous savez, la gauche n'est faite que de contradictions. Ils mordent la main qui les nourrit. C'est ça, un peu, oui, effectivement. Et alors là, pour le coup, je pourrais vous répondre avec Combini. Combini, vous savez, c'est ce média en ligne qui est très connu, en tout cas qui marche très bien chez les jeunes. Combini, vous savez, ils font à longueur de journée des leçons de morale sur l'écologie, et en même temps ils ont été financés en 2018. En tout cas, les caisses ont été renflouées par la famille Perrodo. La famille Perrodo, c'est celle qui s'occupe de Perenco, cette grande entreprise française qui est spécialisée dans les puits de pétrole matures. Donc ça m'a fait un peu sourire. Et effectivement, oui, la gauche n'est faite que de contradictions. Vous verrez jamais sur Combini un article sur les puits de pétrole. Alors justement, à propos d'entreprises, vous citez Combini, mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de ces grandes entreprises qui financent le progressisme ? Bah oui, il y a le patron de Time. Vous savez, Marc Benioff, c'est le magazine Time. Ouais, le magazine Time. Vous savez, c'est le fondateur de Salesforce. Et donc lui, il a racheté Time il y a pas longtemps. Et en décembre 2020, c'est le journal qui décerne à Assa Traoré le titre de gardienne de la démocratie. Un mois plus tard, à Assa Traoré, lors d'une manifestation, on a pu entendre des cris antisémites devant la préfecture de Paris. Et ils ont dû s'expliquer devant la justice. D'accord. Mais alors, vous expliquez aussi, Vendry de Guerpel, que les dépenses sociales contribuent fortement à l'agrandissement, au renforcement de l'idéologie progressiste. Comment vous l'expliquez, ça ? Oui, alors on a travaillé pendant la période des retraites, et pendant la période des retraites, on s'est rendu compte que c'était pas tant un problème économique, mais vraiment démographique. On a 200 000 enfants avortés chaque année. Et on a aussi des ayants droit qui arrivent, 500 000 entrées légales, je vous rappelle, dans le pays. Donc c'est des ayants droit qui sont déjà présents et des bébés à naître qui disparaissent. Moi, je pense que c'est une des réponses sur la crise de la réforme des retraites qu'on a pu connaître. En 2018, vous l'indiquez, Vendry de Guerpel, que le changement climatique a été le plus gros budget communication de la planète en valeur réelle. Comment vous expliquez que les progressistes investissent à ce point la thématique ? Alors moi, je pense que ça part d'un bon sentiment, mais ensuite c'est surtout très lucratif. Greta Thunberg, par exemple, elle est apparue du jour au lendemain sur toutes les chaînes de télévision du monde. Ça en fait une image de communication qui est dingue. Et puis ça fait lever une jeunesse aussi. Vous savez, toutes les marches pour le climat. Moi, quand à l'époque j'étais au lycée, tout le monde allait aux marches pour le climat. Moi, j'y allais pas, mais parce que voilà, même si je pense que c'est important de faire attention à l'écologie, etc., parce que c'est un des grands défis qui nous attend. Et donc voilà. Oui. Alors, vous avez cité beaucoup d'associations subventionnées. Parmi celles-ci, beaucoup sont de gauche. Pourquoi vous dites que la droite n'a fait qu'accompagner le mouvement ? La droite n'a pas essayé de se révolter ? Non, parce que je pense que la droite a eu affaire à alors déjà, la droite qui a été au pouvoir, moi je la qualifie beaucoup de lâche, vous savez, et d'ailleurs le dernier chapitre est dédié à cela, avec l'islamo-droitisme, etc. La droite parlementaire, vous la qualifiez de progressiste également ? Là, en tout cas, oui, elle est complice du progressisme. Ouais. Alors, les LR ah oui, en gros, les LR, c'est ça. Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, sont des gens qui ont énormément donné de gages à des islamistes, il faut le dire. D'ailleurs, ça nous a valu un procès dans l'incorrect contre Valérie Pécresse. Donc voilà. Ouais. L'objectif à terme du progressisme, c'est changer les fondements des États. Vous expliquez, Vendry de Guerpel. Expliquez-nous, est-ce que vous pouvez approfondir en quoi ça consiste, ces changements ? Alors déjà, il y a une volonté de changer l'homme. Et si on change l'homme, on essaye forcément de changer toutes les structures qui émanent de l'homme. La volonté de détruire, par exemple, la famille. En détruisant l'homme, on détruit la famille. Et la famille, c'est la première société qui existe dans la société.
Il y a aussi la volonté d'affaisser les frontières. Les progressistes sont souvent très européistes. Donc il y a une volonté d'enlever toute souveraineté, toute spécificité identitaire et culturelle, ce que je vous ai dit en introduction, et il le fait à coup de milliards et souvent aux frais du contribuable. Alors le vrai coup du progressisme, c'est à retrouver sur la boutique de TV Liberté, c'est votre ouvrage co-signé avec votre confrère Emmanuel Rechberg. Merci à vous, Vendredi. Merci Pierre.